Deuxième partie de l'Africa Newsroom. Christian Nana, conseiller en investissement, et Sylvain Ulrich Obam, docteur en droit public, et Malika Cher, notre éditorialiste, sont toujours avec nous. Alors la question que je posais juste avant la pause, est-ce qu'il faut, oui ou non, élargir le champ des sanctions contre la République démocratique du Congo? Christian Nana. Moi, je suis plutôt favorable aux sanctions ciblées. C'est vrai qu'il faut peut-être à un moment un peu de contrainte pour que la solution avance, notamment du côté du pouvoir politique. Et donc là, M. Obama a raison de dire qu'il ne faut pas des sanctions qui sanctionnent la population et pas les dirigeants. On est tout à fait d'accord là-dessus. Mais il faut quand même des sanctions qui ciblent les personnes qu'on estime être responsables du blocage, ou à l'origine, ou qui incitent le blocage. C'est ce que pointent ces associations. Oui, je pense que ça, c'est faisable. Et par le passé, je pense qu'il y a des exemples de sanctions de ce type qui ont marché. Donc moi, je serais plutôt favorable aux sanctions ciblées sur des dirigeants qu'on veut contraindre à prendre une certaine direction politique. Malika Cher. On ne peut qu'être favorable. Le problème, c'est que ça ne marche pas, et puis je pense qu'elles deviendront plus que symboliques qu'autre chose, ces sanctions. D'autant plus que le risque, c'est que si on met en place ces sanctions, c'est un repli encore plus des autorités congolaises face justement à la situation et le durcissement justement du ton de la partie du pouvoir face à l'opposition. Donc je ne pense pas que ça soit... J'y suis favorable aussi, mais je pense qu'on sera justement sur une chose beaucoup plus symbolique. Le problème, ça serait que nos organisations régionales, nos organisations panafricaines réagissent un peu plus, avec un peu plus de vigueur. Et c'est ce qu'on aimerait. On essaie de construire en Afrique une unité politique, une unité économique. Mais c'est... Alors que peut faire justement l'Union africaine peut-être... Rien que dans le symbole, ça serait déjà beaucoup. Le problème, c'est qu'on a des organisations qui se taisent. Comment faire pour que la République démocratique du Congo ne se renferme pas sur elle-même? Alors, en principe, normalement, dans le cas d'espèce, il y a une chose qui est simple, mais qui est compliquée à mettre en place, c'est qu'il faut que M. Kabila accepte finalement que son mandat est terminé. Alors, l'Union africaine peut prendre des sanctions symboliques, mais est-ce que ces sanctions sont contraignantes? Parce qu'il y a une superposition juridique entre le droit continental et les droits congolais. Est-ce qu'il y a des mécanismes aujourd'hui qui permettent à ce que les décisions que prenne l'Union africaine sur les dirigeants africains puissent avoir un effet effectif? Alors, je suis d'accord que normalement, ces structures-là auraient déjà dû prendre position, même à titre symbolique, que ce soit la CEAC, qui est l'organisation sous-régionale, ou l'Union africaine, qui est l'organisation continentale. Mais rien n'a été fait à ce niveau. Et c'est absolument dommageable, non seulement pour la démocratie en Afrique centrale, mais aussi pour la démocratie en République démocratique du Congo. Donc je considère qu'en fait, s'il faut prendre des sanctions, il faut qu'elles soient... Moi, je ne suis pas... Les sanctions ciblées, pour moi, c'est plutôt de la douceur qu'on va imputer à M. Kabila. Ça ne le fera pas bouger, parce que tout simplement... Son objectif, c'est se maintenir au pouvoir. Je le répète encore. Il multiplie des manœuvres dilatoires, que ce soit sur le plan politique, que ce soit sur le plan juridique. Et il se sert de moyens techniques et financiers pour légitimer son maintien au pouvoir par des structures qui sont tout à fait établies, comme la CENI, comme le gouvernement. Donc, je pense quand même que le parent pauvre ou la personne oubliée dans cette affaire, c'est le peuple congolais. Le peuple congolais. Alors, on va continuer de débattre de l'actualité, et tout de suite le grand angle. Le continent africain amorce une reprise de sa croissance, une relance toutefois fragile, précise le Fonds monétaire international, qui exhorte les pays à mettre en place des réformes pour asseoir durablement cette reprise. Les précisions de Siamlo Victoria Sedji.
Le Fonds monétaire international a confirmé ce 10 octobre sa prévision de croissance pour l'Afrique subsaharienne en 2017. Une croissance au ralenti estimée à 2,6% contre 1,4% en 2016, qui n'est pas loin de celle annoncée par la Commission économique pour l'Afrique en début octobre. L'institution de Bretton Woods souligne la fragilité des deux plus grandes économies du continent, le Nigeria et l'Afrique du Sud, qui devraient péniblement sortir de la récession. Il faut rester prudent parce que les deux pays locomotives du continent sont respectivement confrontés à l'un à un climat sociopolitique qui compromet un peu la confiance de la demande intérieure et l'autre a un problème de reprise baisse du coût des matières premières qui donc a joué sur la demande extérieure du pétrole. Au Nigeria, le PIB devrait enregistrer une hausse de 0,8% en 2017 et de 1,9% en 2018. Quant à l'Afrique du Sud, elle devrait suivre avec une progression de 0,7% cette année et de 1,1% en 2018. Mais dans l'ensemble, le produit intérieur brut des 48 pays d'Afrique subsaharienne devrait continuer à progresser en 2018 à hauteur de 3,4% selon le Fonds monétaire international. Quelle est aujourd'hui la capacité de résilience de la croissance africaine? Et moi, je pense que par rapport à ça, il faudrait que de plus en plus que nos États essayent de bâtir des croissances endogènes. Il faut développer des dynamiques de stimulation de la demande intérieure et en faire un pilier de la croissance. Toujours selon le FMI, avec une prévision de croissance la stimulant jusqu'à 4,4% en 2018, les pays exportateurs de pétrole connaîtront une meilleure avancée que celle de leurs voisins producteurs de matières premières agricoles. Alors, Christian Nana, dans le rapport du FMI, l'avenir des pays importateurs de pétrole s'annonce bien meilleur que celui des pays producteurs. Est-ce que, au-delà de la crise en tant que telle, est-ce que la croissance qui peine à décoller n'est pas aussi la conséquence des différents plans d'ajustement du FMI ? Bon, c'est vrai qu'il faut parler du FMI, mais l'actualité quand même m'oblige à parler aussi de la Banque mondiale, parce que la Banque mondiale a sorti aujourd'hui son rapport Africa Pulse, qui traite des mêmes sujets, c'est-à-dire les perspectives économiques de l'Afrique, et qui a l'air quand même sensiblement, qui prend une tonalité différente de celui du FMI. Alors que l'actualité oblige, on est quand même obligé de parler de ça. Les économies africaines, alors on parle beaucoup des deux locomotives que sont l'Afrique du Sud et le Nigeria. Ce sont des économies qui sortent de récession, les deux, qui vont relativement mieux du fait de plusieurs choses, notamment du redressement des prix du pétrole et des prix des matières premières. Vous savez que l'Afrique du Sud, c'est une économie qui dépend beaucoup des matières premières. Ça va mieux de ce côté-là, les prix se redressent. Le Nigeria dépend beaucoup du pétrole. Les prix du pétrole, si vous avez une voiture, vous allez remarquer à la pompe, les prix ont quand même pas mal augmenté. Et le Nigeria, en conséquence, va mieux. Et il en va de même pour certains pays comme le Cameroun, le Gabon, les pays qui sont sous programme du FMI, mais dont on sent que la conjoncture s'améliore. Alors c'est du fait des politiques qui sont mises en place par ces pays-là. Vous savez, on parle beaucoup des programmes du FMI dans les pays africains, mais il faut savoir que la tonalité a quand même changé. Nous ne sommes plus dans les mêmes situations des plans d'ajustement structurel d'il y a 20 ans. Aujourd'hui, il y a quand même un vrai partenariat qui est mis en place avec les gouvernements des pays africains et les gouvernements assument les politiques qui sont mises en place. Et ce sont leurs politiques qui sont mises en place. Mais quand même, elles continuent de peser très très lourdement sur les populations. On pense notamment au Tchad, par exemple. Bon, la situation du Tchad était liée au pétrole, ça s'améliore aussi. Mais c'est vrai que le Tchad a été très impacté, beaucoup plus que les autres pays. La croissance du Tchad était négative, je crois, moins 6%. C'est quand même énorme pour un pays. Et ça, c'est dû essentiellement à l'effort de guerre du Tchad. Vous savez que le Tchad a porté la lutte contre le terrorisme en Afrique. Et c'est d'ailleurs même, je vais un peu diverger sur le terrain politique, c'est d'ailleurs une des choses on ne comprend rien à la politique des États-Unis qui consiste à arrêter les visas aux Tchadiens. On en a parlé il n'y a pas très longtemps sur oui. Donc, je pense qu'il faut en reparler parce que le Tchad aujourd'hui a une économie qui est en sérieuse difficulté parce que le Tchad a pris la décision courageuse
bâtir une armée solide et de permettre aux Africains de défendre leur Mais il y a quand même souveraineté. également un effort de diversification de l'économie qui, voilà, on ne peut pas nier cela, non? Oui, il faut diversifier nos économies, il faut mettre en place des infrastructures solides, il faut promouvoir le commerce intra-africain. On connaît les remèdes, hein, il faut maintenant les mettre en place. Malika Cher, sur ces plans d'ajustement du FMI, est-ce que cela participe aussi au fait de maintenir cette croissance du continent à un faible niveau? Je pense que les plans de réajustement structurel qui ont eu lieu il y a plus de 20 ans, les premiers, ont encore malheureusement un impact dans le fait où l'État s'est désengagé et puis doit se réengager maintenant dans plusieurs secteurs, notamment dans le secteur de l'éducation et dans le secteur, par exemple, l'investissement public, parce que l'État s'est serré la ceinture pendant une bonne période et il faut quand même remettre au goût du jour cette politique de l'investissement de l'État. Pas un État qui bloque l'investissement privé, un État régulateur, mais qui soit aussi et qui permette une locomotive, qui permette aux économies d'être boostées. Je partage ce qui a été dit ici. Si on regarde bien, l'Afrique de l'Ouest s'en sort pas trop mal, les économies plutôt diversifiées s'en sortent pas trop mal. C'est le cas par exemple de la Côte d'Ivoire ou encore du Sénégal qui reprend d'un bon pied sa croissance maintenant avec une croissance autour de 6-7%. Et effectivement, on a toujours ces groupes encore monolithiques. L'Afrique subsaharienne, c'est 46-47 États. Alors parler de l'Afrique subsaharienne comme ça de manière unifiée, ça n'a pas de sens. Il y a beaucoup de pays, il y a beaucoup de différences. Mais dans le rapport du FMI, voilà, il y a quand même cette disparité de. Bah oui, c'est justement. Exactement. Mais le problème qu'on a, c'est on parle toujours de l'Afrique subsaharienne et c'est vrai qu'en allant dans le détail, on voit finalement que ça n'a pas de logique de parler de l'Afrique subsaharienne. Il faut parler justement plutôt des espaces régionaux qui seraient une échelle beaucoup plus pertinente pour parler des économies africaines. Donc le bloc de l'Afrique de l'Ouest où il y a une bonne dynamique. Pourquoi? Parce que vous parlez des remèdes. Un commerce intra-africain qui marche par rapport à l'Afrique centrale où justement on a des difficultés pour faire évoluer cette chose-là. Le commerce intra-africain, il est encore beaucoup plus difficile justement aux pays d'Afrique centrale, pour les pays d'Afrique centrale de commercer entre eux. C'est très difficile par rapport au bloc de l'Ouest. Et puis ces pays pétroliers, vous savez, la donnée du pétrole étant une donnée très volatile, je reste prudent sur les trajectoires de ces pays-là. On disait par exemple, je connais bien le cas de l'Algérie, on disait que l'Algérie serait encore en 2018-2019, il y a 5 ans, nous disions en 2019 que les prix du pétrole, du baril seraient à 130, 140, 150 $, alors qu'ils sont retombés à 45-50 $ aujourd'hui pour ce qui est du pétrole coté à New York. Pour le Brent, on est un peu plus haut. Mais voilà, les projections qui sont faites sur les pays pétroliers sont à prendre avec beaucoup de précautions. Alors, Sylvain Ulrich, je vous voyais un petit peu acquiescer au propos de Malika Cher. Je voulais revenir justement pour la prévision 2018. Le prix du baril de pétrole est de 60 à 70 $. Ça veut dire qu'il ne faut pas espérer aller à 80-90. C'est une donnée qui est essentielle à prendre en compte. Ça veut dire qu'elle va non seulement induire les États africains exportateurs ou producteurs de pétrole, justement à diversifier l'économie. Je rappelle, à titre notamment subsidiaire, que l'accord, le sommet de Yaoundé 2016 a quand même apporté un sérieux coup d'arrêt aux économies africaines. Bien entendu, c'était nécessaire. Le Tchad en pâtit aujourd'hui. Des projets d'ajustement structurel ont été ouverts, même si certains dirigeants de l'Afrique centrale ne veulent pas prononcer ce mot, effectivement. Mais aujourd'hui, quand j'entendais M. Onana, notamment sur le pétrole ou bien les matières premières, c'est le talon d'Achille des États africains aujourd'hui. Parce que nous sommes dépendants de la volatilité des prix de ces matières premières. Et c'est ce qui fait en sorte que nos économies soient fragilisées. Même si aujourd'hui, l'Éthiopie, en termes de croissance, caracole en tête avec 7,6%, effectivement, et la Guinée équatoriale dégringole avec moins 5%. Complètement. Ouais. Je pense qu'il faut qu'on distingue bien la conjoncture et la structure.
Aujourd'hui, on parle de conjoncture économique, comment ça se passe aujourd'hui, et des prévisions sur les 2 prochaines années, parce que le FMI regarde rarement au-delà de 2 ans. Bon. Donc quand on parle du rapport du FMI sur les perspectives économiques mondiales, c'est de ça qu'on parle. Bon, et vous avez raison de souligner que même si la conjoncture est fortement influencée par le prix de matières premières, pétrole ou autres, qui sont par nature volatiles, il faut que nos pays africains mettent en place des politiques pour avoir des structures beaucoup plus solides qui fassent que nos économies soient moins dépendantes de facteurs conjoncturels comme les prix des matières premières. On est tout à fait d'accord. Ça veut dire quoi? Il faut stimuler l'investissement privé. C'est extrêmement important. C'est-à-dire qu'il faut permettre aux investissements privés, aussi bien sur des fonds nationaux que sur des fonds internationaux, de développer les infrastructures, c'est-à-dire les ports, les grands axes routiers, les aéroports, pour permettre, comme il disait, la circulation des biens et des personnes. Parce que c'est ça le commerce. Hein. Et il faut que les biens et les personnes puissent circuler librement. Vous savez, il faut développer, il faut alléger le poids de l'État dans les économies, même si l'État doit rester concentré sur des secteurs essentiels comme l'éducation, la santé. Il y a tout un tas d'autres secteurs où il faut laisser le secteur privé s'exprimer. De libéralisme. Je ne sais pas si c'est vraiment du libéralisme en tant que tel. C'est plutôt une gestion plus rationnelle de l'économie. Alors on va marquer une courte pause, hein, si vous le voulez bien. On se retrouve dans quelques instants. Oui.